mesdames les membres du jury, mesdames, messieurs de l'assistance. Je débuterai cette plaidoirie sur la présence des anciens présidents de la République au sein du Conseil constitutionnel en citant Monsieur le professeur Monsieur le professeur Dominique Rousseau. Excusez-moi, ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai cité Monsieur le professeur. Donc Monsieur le professeur Rousseau, qui, dans un style poignant, présente le Conseil constitutionnel de la manière suivante. Donc, sa composition est politique, sa fonction est maintenant juridictionnelle. Cherchez l'erreur. Alors, chercher l'erreur, c'est la mission que je me suis fixée afin de vous convaincre de la nécessaire réforme du Conseil constitutionnel. Réforme devenue indispensable face à un paradoxe devenu insoutenable. Il conviendra donc de voir en quoi la présence à vie des anciens présidents au sein du Conseil constitutionnel, en quoi cette présence à vie des anciens présidents est-elle encore tolérable au sein d'une instance devenue juridictionnelle. Alors, seule l'histoire expliquera peut-être ce que Robert Badinter nomme l'exception française de trop, puisqu'au moment de l'élaboration de la Constitution, de notre sacro-sainte Constitution, la décision de conférer aux anciens présidents le statut de membre de droit du Conseil constitutionnel n'était pas en soi critiquable. En effet, ce statut s'inscrivait dans la logique des nouvelles institutions qui confèrent au président de la République la mission de veiller au respect de la Constitution. De plus, cette décision peut se justifier par la conception initiale qu'avait le comité consultatif du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire celle d'un simple outil de contrôle de la majorité aux mains des plus hautes autorités politiques, c'est-à-dire le président de la République, le Premier ministre et les présidents des deux chambres parlementaires, à qui la saisine était initialement réservée. Seulement, du carcan d'origine, le Conseil constitutionnel s'est progressivement libéré. Libéré d'abord lors de la révision constitutionnelle de 1974, voulue par le président Giscard d'Estaing, qui élargit sa saisine à 60 députés ou 60 sénateurs, faisant ainsi échapper l'outil politique des seules mains de la majorité à celle de l'opposition. Du carcan d'origine, le Conseil constitutionnel s'est finalement affranchi lors de la révision constitutionnelle de 2008 et de l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité. Le Haut Conseil passant ainsi du statut de simple outil politique à celui de véritable défenseur à celui de véritable contre-pouvoir et de gardien des libertés. Finalement, du statut de conseil à celui d'authentique cour constitutionnelle. Donc, cette évolution pose la question de la légitimité des anciens présidents au sein d'une institution devenue juridictionnelle et qui ne se prononce en outre plus seulement 3 fois par an, comme c'était le cas à l'origine. Je suis donc contre la présence des anciens présidents au sein du Conseil constitutionnel, et ce notamment pour ce qu'elle peut entraîner comme paradoxe. Quid de la situation ubuesque et avérée dans laquelle une personne forme un recours devant la juridiction dont elle est membre. Et nous avons tous en tête le récent recours de M. Sarkozy contre la décision de rejet de ses comptes de campagne. Quid aussi de la situation absurde dans laquelle un ex-président peut, depuis l'introduction en 2008 de la QPC, être juge et partie lors du contrôle a priori d'une loi qu'il avait lui-même promulguée. Quid de l'exigence d'impartialité et de l'obligation de réserve lorsque ce même président continue parallèlement à ses activités de juge, à être un acteur, même si ce n'est que de manière hypothétique, à être un acteur de la vie politique. Alors, de l'autre côté de la barre, on vous avancera que la qualité de membre de droit actif impose de jure à l'ancien président de se placer hors du champ politique, mais à la lettre des textes, permettez-moi d'opposer l'esprit et la pratique. L'esprit des textes d'abord, puisque le statut de membre à vie place les anciens présidents dans une situation de totale impunité. Ainsi, bien que prévu par les textes,
la sanction par une démission d'office du manquement au devoir de réserve ne se trouve nullement applicable au président de la République, qui est par ailleurs véritable membre de droit. J'opposerai ensuite à la lettre des textes la pratique, en rappelant ici la brillante intervention, la brillante sortie de M. Valéry Giscard d'Estaing, qui, lors de l'élection présidentielle de 2007, annonça clairement, dans un entretien publié par Le Parisien, qu'il voterait en faveur de Nicolas Sarkozy. Alors, sortie à laquelle le Conseil constitutionnel n'a bien sûr pas pu infliger de sanctions. Et c'est d'ailleurs contenté de se déclarer unanimement ému de son attitude. Et je vous cite là l'expression utilisée par le Conseil constitutionnel. Quid enfin du choix laissé aux membres d'une instance juridictionnelle de siéger ou non selon son bon vouloir. Liberté de siéger aléatoirement, dont ne se privent d'ailleurs pas les anciens présidents encore vivants. Enfin, je finirai par proposer de tout simplement respecter l'esprit originel de la Constitution, en optant pour une transformation de ce droit de siège en une simple retraite, assurant au président des conditions de vie dignes des fonctions qu'ils ont assurées. Donc cette indemnité irait ainsi rejoindre l'idée du général de Gaulle, qui, en instituant ce statut de membre de droit des présidents de la République au sein du Conseil constitutionnel, a voulu corriger l'ingratitude de la République envers ses anciens présidents. Mais finalement, pour en finir avec l'immixtion du pouvoir politique dans cette instance devenue juridictionnelle, la suppression du droit de siège n'est bien sûr pas suffisante. Le vrai problème que pose la mutation du Conseil en Cour constitutionnelle est la légitimité du mode de désignation des 9 sages. Comment se fait-il que les membres d'une institution juridictionnelle, devant par conséquent faire preuve d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique, comment se fait-il que ces membres soient nommés par les 3 plus hautes autorités politiques du pays? Alors je vous le demande et je ne pense pas que vous ayez de réponse convenable. Il convient d'autant plus de s'alarmer de cette situation au vu des récents événements, des tout récents événements, par lesquels le Conseil d'État a illustré sa dépendance vis-à-vis de l'exécutif, et ce, de plus, au moyen d'un subterfuge juridique grossier, en réaction, certes, à des dérapages de M. Dieudonné, qui sont d'ailleurs tout autant grossiers et blâmables. Espérons simplement maintenant que, tout comme le XIXe siècle a sonné le glas de la justice retenue, le XXIe siècle signera celui de la fin d'une justice dans laquelle s'immisce trop souvent le pouvoir politique. Merci de votre attention. Merci.